thématique sur les régimes fonciers, le projet de guide technique. On va commencer dans quelques instants. Good morning, good afternoon, or good evening to everyone. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, soyez tous les bienvenus. Avant de commencer ce webinaire, je vais me présenter et vous parler de ce dont on va traiter. Je m'appelle Miriam Mendial Garcia, chef des relations internationales et advocacy, et je suis dans le secrétariat de l'UNCCD. Nous sommes ravis de vous avoir ici dans ce premier thématique de webinaire sur le régime foncier et le projet de guide technique en intégrant les directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers dans la mise en œuvre de l'UNCCD et de la neutralité de la dégradation des terres. Et avec la FAO, nous sommes en train de travailler pour la mise en œuvre de ces procédés. Avant de commencer, je voudrais faire quelques commentaires pratiques. Nous enregistrons la séance. Je demande à tous les participants la permission d'enregistrer et ça nous permettra de poster, publier le contenu de ce webinaire dans les réseaux sociaux pour tous ceux qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Et ça permet le secrétariat de l'UNCC2 de réexaminer la discussion tenue ici aujourd'hui pour élaborer et pour affiner quelques autres webinaires et pour mieux cibler nos discussions sur le régime foncier qui est un aspect essentiel
de la NDT. Nous allons présenter en anglais, mais nous avons l'interprétation en français et en espagnol. Donc, en bas de votre écran, vous avez les icônes, un petit globe où vous pouvez sélectionner la langue qui vous convient. À notre agenda aujourd'hui, l'ordre du jour, nous avons 4 orateurs et ensuite nous suivons avec une discussion de panel pour participer ou poser des questions aux orateurs. Vous pouvez utiliser la fonction dialogue, la boîte à dialogue, le chat que vous allez trouver en bas de votre écran. Vos questions et commentaires vont nous aider à entrer plus en détail dans ces thèmes à mesure que nous poursuivons la discussion. Donc, vous avez un panel de discussion, les questions et réponses, et on vous encourage à inscrire toutes vos questions, soit maintenant, soit plus tard, par écrit. Et si vous avez des questions techniques, n'utilisez pas la fonction question-réponse, mais utilisez la fonction chat. Si vous avez des problèmes techniques, des difficultés, vous pouvez poster dans le chat et notre équipe technique pourra vous aider tout de suite. Dans ce webinaire, nous allons avoir des questions à vous poser auxquelles vous devez répondre. Nous avons lancé un sondage pour recueillir vos contributions sur ces points. Et pour introduire et présenter notre premier orateur, nous allons commencer. La question du sondage va surgir sur l'écran et vous pouvez soumettre vos réponses en cliquant. Comment évaluez-vous vos connaissances sur le régime foncier appliqué aux terres? Vous n'avez aucune connaissance minimale, connaissance de base, connaissance suffisante, connaissance élevée ou expertise. Mais nous sommes ici pour apprendre ensemble. Donc, si vous avez peu de connaissances, vous devez l'inscrire parce que nous sommes ici pour vous apporter du soutien pour toutes les questions liées au régime foncier ou à la restauration des terres pour le développement durable. Écrivez donc vos réponses en cliquant sur le point qui vous concerne et ensuite nous allons vous donner un retour sur vos réponses. Nous avons déjà quelques réponses. Nous avons 56 participants. Nous sommes très contents de ce grand nombre de participants. Et les résultats sont déjà inscrits. Nous avons connaissance minimale et connaissance de base à 56%, 36%, 36%. Et tel que je l'ai dit, nous allons contribuer à apporter à ceux qui ont une connaissance minimale ou de base à améliorer leurs connaissances pour se préparer votre participation à la COP 15 en Côte d'Ivoire en mai 2022 sur les régimes fonciers. Pour commencer, nous sommes très honorés d'avoir Madame Christine Pili, qui est secrétaire, vice-secrétaire, et Madame Pili a plus de 25 ans d'expérience sur la mise en œuvre des questions de développement durable à tous les niveaux du gouvernement et elle a été secrétaire exécutive adjointe
et nous sommes tous venus ensemble il y a un an en plein milieu de la pandémie. Tina est aussi secrétaire exécutif pour la Convention de Vienne et le protocole, et elle est ex-ministre de l'Environnement de la Grèce, et nous sommes ravis d'avoir Tina avec nous, et sans plus de retard, je vais lui passer la parole. Merci Myriam, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci de cette invitation. Chers points focaux nationaux, membres de la société civile et organisations d'observateurs, chers collègues, amis, j'espère que vous et vos proches êtes en sécurité et bonne santé. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui en virtuel pour ce webinaire sur le régime foncier. Dans le monde, environ 2,5 milliards de personnes en milieu rural fondent leurs moyens de subsistance sur l'agriculture et les ressources naturelles. La terre fait partie intégrante des moyens de subsistance et la sécurité des régimes fonciers est souvent le lien crucial pour une sécurité alimentaire durable et une meilleure nutrition. Amélioration de la sécurité des régimes fonciers peut accroître l'investissement dans les pratiques de gestion durable des terres, comme la plantation d'arbres et conservation des sols. Lorsque la sécurité des régimes fonciers entraîne une augmentation des investissements, une hausse de la productivité agricole, ça crée un incentif pour que les personnes vivent dans les zones rurales et ne migrent pas. Le régime foncier comporte également un aspect lié au genre. Lorsque les femmes et les hommes ont des droits fonciers égaux, les femmes sont plus susceptibles d'investir dans la conservation des sols et les pratiques de gestion durable des terres. La façon dont les terres sont gérées a un impact sur le climat, la biodiversité, notre santé, nos moyens de subsistance. Par conséquent, lorsque nous parlons de la terre, nous ne pouvons pas négliger sa gouvernance et les droits des personnes qui en prennent soin et y travaillent. Avec la sécurité des régimes fonciers, les agriculteurs n'ont pas à craindre que leurs terres soient injustement prises ou exploitées. Ils sont plus motivés pour investir dans des pratiques régénératrices afin de garantir leur santé et leur productivité à long terme. Avec un large soutien des organisations de la société civile, les partis à la CNULCDC ont adopté une décision historique lors de la COP 14, reconnaissant l'importance de traiter la question du régime foncier dans le contexte de notre convention. Cette décision reconnaît l'importance de promouvoir l'égalité des droits fonciers et l'accès à la terre pour tous. Elle encourage les partis à suivre les directives volontaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur la gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, et demande à notre secrétariat de produire un guide technique sur la façon d'intégrer ces directives dans les objectifs volontaires de neutralité de la dégradation des terres. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la FAO et nous les remercions et d'autres partenaires pour répondre à cette demande et aux éléments mis en évidence par les parties dans la décision de la COP. Ceci comprend la reconnaissance juridique de l'égalité des droits d'utilisation et de propriété des terres pour les femmes, la fourniture d'un accès efficace, rapide, abordable à la justice et de mécanismes transparents de règlement des différends et la promotion de l'égalité des droits fonciers et accès à la terre pour tous, en particulier les groupes vulnérables et marginaux. Aujourd'hui, mes collègues vont vous présenter le projet de guide technique au cours de ce webinaire. Pour nous, au secrétariat de CNULD, nos mandats principaux est d'aider les pays à mettre en œuvre des actions pour lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse de manière rapide et efficace. Le régime foncier est un élément essentiel de cette équation. Nous comprenons que les circonstances de l'action varient d'un pays à l'autre, voire d'une communauté à l'autre au sein d'un même pays. Je voudrais vous encourager tous à commenter, à remettre en question le contenu du projet de guide technique. Vos contributions seront précieuses pour nous, garantir qu'il soit pertinent et pratique pour nos parties
c'est-à-dire pour vous. Nous sommes ici pour vous écouter et accepter vos commentaires, soit aujourd'hui, soit plus tard, sous forme de contribution écrite. Notre objectif est de comprendre les défis que vous pouvez rencontrer pour mettre en œuvre une gouvernance des terres dont le régime foncier est un élément essentiel. Les résultats de ce processus de consultation contribueront à la version finale du guide technique qui sera présenté pour examen à la 15e conférence des parties en mai 2022 à Abidjan. Il s'agira d'une première étape importante dans notre compréhension collective et notre collaboration pour aborder la question du régime foncier comme élément essentiel vers la gestion durable des terres et leur restauration pour une planète plus saine pour nos enfants et pour nous tous. Je vous remercie beaucoup de participer dans ce processus. Merci de ces remarques et de nous motiver pour participer dans la prochaine heure sur les pistes pour la réunion d'Abidjan. Et pour comprendre leurs défis, nous sommes à leur service et nous sommes ravis de pouvoir écouter vos contributions et ce que nous avons envoyé à votre boîte mail sont déjà en discussion aujourd'hui et nous passons à notre prochain orateur. Nous lançons notre deuxième sondage et la question est la suivante. À quel point êtes-vous familier avec les décisions 26 COP14 sur le régime foncier de la CLCD? Très familier. J'ai pris part aux négociations sur cette décision à la COP14. Moyennement familier. J'en ai entendu parler. Pas familier du tout. Je n'ai jamais entendu parler de cette décision auparavant. Et pour comprendre combien vous êtes familier avec cette décision 26 COP14. Et donc, je demande à tous nos participants, nous avons 64 participants, ce qui est un très bon nombre, et nous voulons atteindre d'autres points focaux à travers l'enregistrement de ce webinaire. Et donc, nous recevons déjà des réponses. Nous sommes prêts à montrer les résultats. Alors, la moitié des participants sont déjà familiers avec cette décision et 21% sont très familiers parce qu'ils l'ont négociée, ils la connaissent par cœur et 33% n'en ont jamais entendu parler. Ce n'est pas un problème parce que notre prochain orateur va vous expliquer cette décision et ce qu'elle contient. Quelqu'un nous dit que vous ne voyez pas les questions, on va résoudre ça. Alexandre est officier politique de l'UNCCD et il s'occupe de la restauration des terres et il aide les pays à atteindre les ODD et à atteindre la neutralité de la dégradation des terres. Il coordonne la publication sur le Global Land Outlook que nous allons lancer la deuxième édition avant la COP et il facilite les partenariats différents et Sacha va vous parler de cette décision qui nous tient ici ensemble aujourd'hui. Merci Myriam, je suis ravie d'être là avec vous dans ce webinaire sur les régimes fonciers. Nous avons ici, à partir des réponses, un mix de participants qui sont familiers, qui ont déjà certaines connaissances de cette décision sur les régimes fonciers et l'accord multilatéral de l'environnement qui priorise la sécurité foncière des régimes fonciers. Alors,
Donc, on va commencer par la NDT que vous connaissez peut-être. Ça fait partie des ODD de la c'est l'objectif 15.3 des ODD pour restaurer les terres dégradées et arriver à atteindre la neutralité de la dégradation des terres. Donc, c'est un indicateur, cet objectif 15.3, il est en aligné avec le processus de la Convention. Nous allons voir 4 piliers pour suivre les directives volontaires. Il y en a 100 qui ont déjà mis ça dans leur agenda nationaux et ont créé des réponses et des actions pour faire face à la désertification et à la sécheresse. La NDT a été définie en relation avec la qualité et le montant des ressources en terre et la sécurité alimentaire dans des échelles temporelles spécifiques. En d'autres termes, nous ne perdons pas de précieuses ressources foncières. Nous reconstituons et régénérons nos sols, notre eau et notre biodiversité. La justification de l'introduction du régime foncier dans la discussion et de son lien avec la NDT est fondée sur les preuves, les faits. En 2019, l'interface sciences politiques SPI de la CNULT a souligné que la gouvernance foncière responsable, qui comprend la sécurité foncière, le plan d'occupation des sols intégré et la gestion durable des ressources naturelles, est un élément essentiel de l'environnement propice à la NDT. Les solutions NDT commencent avec les gens, ceux qui prennent soin de la terre et la travaillent. Leurs droits d'accès ou de contrôle des terres sont définis par leurs relations avec les personnes et les institutions. La manière dont ces droits sont régis dépend de l'environnement politique et réglementaire, ainsi que des dispositions relatives à l'administration des terres. Une gouvernance foncière responsable et la sécurité des régimes fonciers sont des éléments de l'environnement favorable à la NDT. Grâce à la sensibilisation, au renforcement des capacités, aux investissements et aux incitations, les pays peuvent faire face à de grands progrès pour atteindre la NDT. Sur la base de ce rapport du SPI, avec un fort soutien de la société civile, à la COP 14 en Inde, les partis ont adopté la décision 26 sur les régimes fonciers. La décision a formulé 3 demandes au secrétariat sur la politique, la sensibilisation et les rapports. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie politique et sur la demande de produire un guide technique sur la façon d'intégrer les directives volontaires sur la gouvernance des régimes fonciers, la DVGT, dans la Convention et dans nos efforts pour atteindre la NDT. Suivant, la décision établit des demandes et le secrétariat demande à la FAO à mettre en place la mise en place de la convention en tenant compte des circonstances nationales et la demande du secrétariat sera présentée à la COP 15 et va être soumise à leur considération. Et qu'est-ce que cela veut dire dans la pratique? Le guide technique veut combler le foncé. Nous avons
projet de transformation et la CLUT prépare désormais le cadre de l'agenda de la restauration des terres et travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires soutenant les ODD et la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. De l'autre côté, nous avons le DVGT que mes collègues vous présenteront bientôt de manière plus détaillée, mais pour résumer, les DVGT sont le seul cadre international sur la gouvernance responsable des régimes fonciers. Elles ont été rédigées par plus de 1000 parties prenantes de toutes les régions du monde et négociées par des représentants des gouvernants de la société civile et du secteur privé. La question à laquelle nous nous attaquons avec le guide technique est de savoir comment réunir ces deux éléments, le cadre NDT et les principes des DVGT. Quelles sont les actions concrètes pour améliorer la sécurité des régimes fonciers, en particulier pour les groupes les plus vulnérables et marginalisés? Le processus d'élaboration de ce guide technique a débuté en 2019, juste après la COP 14. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la FAO et le projet de guide technique que nous présenterons à la considération de la COP 15 et que vous avez dans vos boîtes à lettres et qui sera soumis à la considération de la COP 15 en mai 2022 à Abidjan. Le guide technique s'appuie sur une revue de la littérature et des études de cas, ainsi que sur une série de consultants électroniques multipartites afin de recevoir les contributions des différents acteurs pour le contenu du guide technique. Nous avons procédé à un examen interne assez intensif et nous menons actuellement un examen externe avec des experts de différents secteurs et domaines. Cette consultation avec les parties de la UNCCD, le panel des OSC et les observateurs, nous souhaitons vivement connaître votre avis sur ce projet de guide technique et apprendre de votre expérience en matière de régime foncier et de mise en œuvre de la Convention au niveau national. Cela permettra d'enrichir le guide technique qui sera présenté aux parties de la COP 15. Donc, nous vous invitons à soumettre vos contributions écrites. Nous avons un modèle que vous avez reçu par email et qui a des questions d'orientation que vous pourrez utiliser en sachant que la COP approche à grands pas. On vous demande d'envoyer vos contributions avant le 23 décembre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sacha, de nous avoir présenté ce cadre des conversations et de nous mettre dans le contexte et de nous faire aller au cœur de cette convention qui est la promotion du combat contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Et nous demandons aux parties et aux parties prenantes de faire des commentaires. Le guide s'adresse à vous tous et il faut qu'il soit un outil pratique et accessible et qui s'adapte à vos contextes nationaux. Avant de passer à notre prochain orateur, je vais lancer un autre sondage, c'est-à-dire deux. Le premier, c'est comment évaluez-vous vos connaissances sur les directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers. Aucune connaissance, connaissance minimale, connaissance de base, connaissance suffisante ou connaissance élevée ou expertise. Alors, comment évaluez-vous vos connaissances concernant la DVGT? Cliquez aucune connaissance, connaissance minimale, connaissance de base, connaissance suffisante ou connaissance élevée, expertise. Nous avons 66 participants, donc je vous prie de patienter une minute. Faites-nous savoir comment évaluez-vous vos connaissances sur
la DVGT et les réponses sont déjà là. Nous les avons reçues. Aucune connaissance, 18%, connaissance minimale, 39%, connaissance de base, personne n'a dit avoir connaissance élevée. Nous allons aider à améliorer les connaissances à travers ce webinaire. La prochaine question, c'est comment évaluez-vous vos connaissances sur les liens entre les régimes fonciers et la dégradation des terres et la neutralité des dégradations des terres, la NDT. Donc, aucune connaissance, connaissance minimale, connaissance de base, connaissance suffisante, connaissance élevée, expertise. Donc, je répète, comment évaluez-vous vos connaissances sur les liens entre les régimes fonciers et la neutralité de dégradation des terres. Donc, nous allons donc recevoir vos réponses. Nous n'allons pas vous évaluer. Nous ne connaissons pas ceux qui soumettent les réponses. Donc, soyez à l'aise. C'est tout simplement un indicateur. Je vous montre donc les réponses. C'est semblable au précédent, 7% aucune connaissance, 27% pour connaissance minimale et connaissance de base 41%. Le prochain orateur va parler de ce point. Je voudrais, notre prochain orateur va vous introduire les concepts clés de du régime foncier. Il est professeur de géographie à McGill University à Montréal. Il a 24 ans dans la mise en place de politiques de recherche dans le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique. Il a beaucoup de connaissances sur ces points. Il a travailler avec les donateurs multilatéraux, les ONG, et c'est un privilège d'avoir son soutien avec toutes ses connaissances sur ces questions de régime foncier. Je vous passe la parole. Merci, Mariam. Merci à tous. Nous nous réjouissons de vous avoir présents aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire, c'est de vous donner un contexte en ce qui concerne les directives volontaires. Et je vous parlerai également des liens entre ces guides et la neutralité en matière de détérioration des terres. Voyons quelques concepts clés. Ce guide représente le seul accord international sur le foncier à l'échelle internationale. En fait, je parle de gouvernance responsable des régimes fonciers. C'est un document qui a été adopté en 2012 lors de l'Assemblée générale des Nations unies et par la suite, ce document a été adopté lors de l'Assemblée mondiale sur les systèmes alimentaires. On inclut également les terres, les pêches et les forêts dans ce document. Tout cela permet en fait d'avoir la sécurité alimentaire pour toute la planète et cela à partir des niveaux nationaux. Alors, l'approche de la sécurité alimentaire par le foncier est une approche qui est valable. De façon générale, il y a des principes qui sont importants. Il y a 5 principes que vous voyez ici à l'écran. Premièrement, il y a la reconnaissance et le respect de tous les régimes légitimes fonciers qui existent, d'un point de vue légal, d'un point de vue légitime, au niveau social, par exemple en ce qui concerne les lois coutumières, les lois indigènes,
ainsi que les lois religieuses. Donc, il y a cette reconnaissance d'un point de vue légitime et social de toutes les formes de droits fonciers qui existent. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous. Également, il y a un principe qui vise à protéger les détenteurs de titres fonciers de toutes sortes de violences, qu'il s'agisse par exemple de la possession brutale et violente de leurs terres, du fait que ces derniers puissent être éjectés de leurs terres également. Il y a une autre chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a des directives en matière d'accès à la justice. Il existe aussi des mécanismes de réparation et de restitution qui permettent en fait de régler les différents litiges. Nous savons qu'il existe parfois des contentieux en matière de foncier et de ressources. Donc ici, la priorité, c'est de permettre aux différentes parties de pouvoir accéder à la justice et résoudre les différents contentieux de manière paisible et pacifique. D'ailleurs, il y a des institutions qui définissent des lois ou des règles qui sont acceptées par la société et par l'État. L'une des priorités également, c'est de pouvoir éviter des violences. Pour ce faire, l'accès à la justice aide à prévenir toutes sortes de conflits. Alors, voici là certains principes clés, 5 principes. Bien sûr, il y en a d'autres. Lorsque vous allez examiner le document, eh bien, je suis sûr que vous pourrez voir beaucoup plus de principes. J'aimerais maintenant que l'on puisse se pencher sur certaines terminologies qui sont importantes. Voyons notamment des concepts qui sont clés en matière de directive volontaire. Nous voyons premièrement le foncier. Alors, lorsque l'on parle de foncier, on parle de la relation qui existe entre les personnes en matière de terre. Donc, les personnes, c'est l'État, les différents ministères, et il y a également les lois coutumières, qu'elles soient écrites ou non écrites. Donc, toutes ces relations sont prises en compte et elles sont importantes dans la définition du foncier. Lorsqu'on parle de foncier, il s'agit également de la façon dont les droits fonciers sont acquis, sont transférés, sont protégés, etc. On parle également des devoirs et des droits des différentes personnes détenteurs de titres fonciers. Également, il est important de noter que lorsque l'on parle de droits fonciers, en fait, c'est un ensemble de droits dans lesquels on peut ajouter, on peut également retrancher, on peut également diviser ou bien toutes sortes d'opérations que l'on peut faire. On voit également les variations en matière de droits, la façon dont ces droits sont transférés, etc. Il y a une raison particulière pour laquelle les directives tiennent compte aussi des contextes nationaux. Toujours, s'agissant des terminologies, nous avons ce que nous appelons la sécurité foncière. En fait, la sécurité, c'est une certaine confiance qu'un détenteur de titre foncier a dans la capacité de protéger cette terre contre d'autres personnes qui peuvent réclamer cette terre, de protéger des évictions et de toutes sortes de confiscations. Donc, cela permet aux personnes d'investir dans leur terre, de rendre cette terre davantage plus productive au fil du temps et on les protège de toutes sortes de dégradations. Par contre, lorsqu'on n'a pas ce sentiment de sécurité, on a l'impression que quelqu'un peut nous arracher cette terre du jour au lendemain. Alors, dans ces conditions, la plupart des utilisateurs essaient d'appauvrir la terre dans la façon de la terre. C'est pour cela que la sécurité foncière est très importante. Elle existe dans différentes sociétés et c'est un sentiment de sécurité qui peut être ressenti à différents niveaux, qu'il
que ce soit bas ou très élevé, mais partout dans le monde, il y a ce sentiment. Et donc, ce que les directives volontaires visent comme objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à un niveau élevé de sécurité foncière. D'autres concepts clés, notamment les droits fonciers légitimes, c'est un terme que l'on retrouve régulièrement. Ici, la notion de légitimité est quelque chose qui est accepté devant la loi et devant la société. Alors, c'est vrai que cela pourrait être contradictoire parce que ce qui est accepté dans une société qui est régie, par exemple, par des règles foncières traditionnelles peut être contraire à ce qui est défini par les normes étatiques. Donc, il est important de trouver le juste milieu entre ces deux types. Toutefois, ce qui est important de noter, c'est que lorsqu'on parle de légitimité, il y a un certain respect et un principe de non-discrimination envers les populations qui sont vulnérables. C'est un système que l'on retrouve dans beaucoup de pays du monde. Par exemple, dans certains cas, il y a des terres qui sont régies par les règles coutumières, tandis que dans d'autres cas, c'est le droit de l'État qui prévaut. Donc, toutes ces choses permettent d'aboutir, en fin de compte, à la légitimité des droits fonciers. Maintenant, lorsque l'on parle de gouvernance foncière, il s'agit en fait de la gestion des terres par les organes étatiques tels que les parlements, les ministères, les agences foncières, les tribunaux, la municipalité. On peut également inclure des organes de gouvernance coutumière. Donc, ces différentes agences ont une manière d'interagir entre elles et tout cela, c'est ce que constitue la gouvernance foncière. Nous savons aussi qu'il s'agit à ce niveau du rôle des terres au niveau socio-culturel et la façon dont ces terres sont gérées. Maintenant, nous allons voir ici les différents types de fonciers. Comme je l'ai dit, il y a différents types de droits, tant que ces droits sont légitimes, et nous avons différentes catégories, mais je vais vous en présenter deux. Les droits statutaires ou les droits fonciers statutaires, ce sont des droits fonciers qui sont régis par l'État. Il y a des textes de loi. Les municipalités, les ministères sont responsables. Ce sont des documents qui sont rédigés sur lesquels la majeure partie des acteurs s'accordent. Il y a également des titres fonciers, que ce soit des ACD ou d'autres types de documents qui sont donnés aux populations. Bien sûr. Cela fait que, en général, les investisseurs veulent des terres qui sont protégées. C'est ce qui permet une planification des investissements sur longue période. Nous savons également que les régimes fonciers coutumiers sont appliqués dans beaucoup de pays du monde, parfois en tandem avec les règles foncières statutaires. Ce sont généralement des règles qui sont informelles, qui ne sont pas documentées, et c'est en fait régi par des règles qui sont du quotidien, en fait. Il y a des règles non écrites qui sont plus ou moins reconnues dans la société. On voit que les règles coutumières foncières, oui, les règles foncières coutumières, pardon, ont toujours existé, ont existé fort probablement avant les règles foncières statutaires, mais aujourd'hui, elles cohabitent toutes les deux. Une autre chose qu'il faut noter, c'est que les normes coutumières changent rapidement. C'est un avantage, par exemple, pour les personnes qui vivent dans un environnement qui est fluide, pour ainsi dire. Dans des zones, par exemple, où il peut y avoir des événements climatiques tels que les sécheresses, des tempêtes, etc. Ou alors lorsqu'il y a des changements au niveau politique, tels que des changements de gouvernement, de leadership dans la société, etc. Alors maintenant, nous allons voir les différentes catégories de droits fonciers. Nous avons l'État, le public, le privé, les terres communautaires également. Et nous allons, par exemple, voir que les règles foncières coutumières peuvent être appliquées côte à côte avec ce qui est statutaire et étatique.
ces différentes catégories que nous voyons ici ont différentes règles pour accéder à la terre ou pour utiliser la terre. Ici, nous avons un schéma qui permet de regrouper tous ces concepts. Vous voyez, par exemple, en haut de ce tableau, la gouvernance foncière. Vous avez des institutions qui peuvent être coutumières ou étatiques. Alors, au départ, on a cette gouvernance foncière qui permet d'avoir l'accès aux terres par le truchement de règles de politique, et il y a la façon dont ces terres sont utilisées. Ces terres peuvent être des terres communautaires, ça peut être aussi le principe de location ou de bail, et ainsi de suite. Ici, nous voyons maintenant les interactions entre les directives volontaires et la neutralité en matière de dégradation des terres, quelque chose que nous voulons réduire au fil du temps. Et nous voyons comment la sécurité foncière est importante ici, car cette sécurité foncière promeut la conservation des ressources foncières. Lorsque l'on protège la terre, elle est productive sur une longue période. C'est pour cela que l'on ne veut pas dégrader cette terre. Elle nous permet également de faire l'innovation et d'investir sur une longue période. L'opposé ou le contraire de la sécurité foncière, c'est l'insécurité foncière qui fait en sorte que nous essayons d'exploiter la terre dans le plus bref délai avant que cette terre ne nous soit arrachée ou que nous n'en soyons expulsés. Voici comment on arrive à la dégradation des terres. En général, lorsque nous voyons des terres qui sont dégradées, ces terres sont extrêmement inutilisables. Et cela, d'ailleurs, produit des conflits. Par exemple, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui réclament une même parcelle de terre. Et donc, pour cela, beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont ce genre de conflits fonciers, essaient d'exploiter la terre au maximum avant qu'elle ne leur soit arrachée par l'autre partie plaignante. Donc, il est important de se penser sur cette question pour arriver à la neutralité en matière de dégradation des terres. Donc, voici en quelques mots comment est-ce que les directives volontaires interagissent avec le guide technique et la neutralité en matière de dégradation des terres. Bien sûr, on pourrait en parler dans davantage de détails. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des observations sur le guide technique, vous pouvez nous les soumettre ou poser vos questions. Je vous remercie. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, John. Merci de nous avoir présenté ces concepts qu'il nous faut comprendre. Merci également de démontrer les liens qui existent entre la neutralité en matière de dégradation des terres et les directives volontaires. C'est vrai que dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses qui sont universelles. Il faut également savoir, comme vous l'avez dit, que les directives volontaires constituent le seul outil qui fait consensus à l'échelle internationale en matière de gouvernance foncière. Il est aussi donc important de pouvoir tenir compte du contexte régional ainsi que du contexte national dans l'application de ces directives. J'aimerais poursuivre en disant que si vous avez des questions, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à les soumettre dans la section questions-réponses et bien sûr, nous y répondrons dans la section table ronde. Alors, je vois également madame du Venezuela qui ne cesse de soumettre des observations dans le chat ou des questions. Bien sûr, mesdames et messieurs les autres délégués, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les soumettre par écrit. Si vous avez aussi des commentaires, vous pouvez faire pareil et cela sera pris en compte dans la dernière version du guide. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant donner la parole à madame Aurélie Bray qui va nous présenter le guide technique. C'est avec un grand plaisir que nous avons travaillé avec Aurélie au cours des 12 derniers mois. Alors, je parle de mon cas en fait. Mais en réalité, les autres collègues au niveau du secrétariat ont travaillé avec Aurélie pendant beaucoup plus d'1 an. Nous savons que les circonstances de la collaboration n'ont pas été
les plus simples du fait de la COVID-19, mais je tiens ici à saluer la qualité de la collaboration qui existe entre nous et la FAO. D'ailleurs, c'est ce que tous les États membres souhaitent voir, des organisations qui sont capables de travailler ensemble. Alors, je le dis pour que vous puissiez également y penser, vous, chers participants, chers délégués, mesdames et messieurs. Aurélie, qui prendra maintenant la parole, est chargée ou est responsable de la division terre et eau, et elle nous parlera des directives ou du guide technique, et elle assiste les gouvernements en sa capacité de représentant des organisations de la société civile par le passé. Et elle a beaucoup travaillé sur la question des directives volontaires et aujourd'hui, elle est avec nous au nom de la FAO. Merci beaucoup, chère Myriam. Merci pour cette introduction qui est très éloquente. Alors, je dois dire que c'est très intéressant, effectivement, de pouvoir synchroniser nos efforts. Et je vous remercie également de m'accorder l'opportunité de prendre la parole pour faire cette communication devant tous les délégués en leur rang des qualités respectives. Alors, j'espère qu'à la suite de cette intervention, vous aurez bien sûr des questions que vous pourrez m'adresser dans le chat, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Alors, nous avons ici la portée de ce document. Sacha l'a dit, c'était la COP des parties, la COP26. Nous avons vu les implications. Il y a eu des courriers qui sont envoyés entre la FAO, par son directeur général, et les représentants de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Nous avons également la possibilité de travailler avec la Suisse qui nous a apporté un appui financier pour avoir le processus dont Sacha a parlé tout à l'heure. Alors, très tôt, au début de ce processus, en février 2020, nous nous sommes retrouvés avec les représentants de la CNU-LCD pour comprendre déjà quelles étaient les attentes des différentes parties de cette Convention des Nations Unies et également savoir ce que pourraient apporter comme solution les directives volontaires et le guide technique. Alors, l'une des choses que nous avons réalisées, c'est que les premières personnes auxquelles est destiné le document, ce sont les décideurs politiques, également les administrateurs de tout ce qui est foncier et enfin les bénéficiaires potentiels. Alors, ce guide n'est pas un guide comme les autres. Ce n'est pas un guide qui sera très technique, mais qui donnera un aperçu à 360 degrés sur les liens qui existent entre le foncier et la neutralité en matière de dégradation des terres. Ce que nous allons faire également, c'est de pouvoir offrir des conseils à tous ceux qui lisent ce document et que, s'ils le souhaitent, ils puissent recevoir davantage d'accompagnement technique sur les points qui sont présentés dans ce document, ce guide technique, qui se veut être un document assez détaillé. Tout à l'heure, nous avons entendu mon prédécesseur qui a parlé des 5 principes clés de ce directive volontaire. Alors, il y a 10 principes de mise en œuvre. Nous parlerons également du quoi et du comment. Alors, le comment est très important lorsque l'on parle de gouvernance responsable. Ici, nous avons des principes de gouvernance, notamment de la dignité humaine, de la non-discrimination, de l'équité, de la justice, de l'égalité des sexes, l'approche durable et holistique, le principe de transparence, de l'état de droit, de la redevabilité, ainsi que de l'amélioration continue. Au fur et à mesure que nous parcourons ce guide technique, nous nous rendons compte que ces principes sont la base même de notre approche et également des différentes pistes que nous avons. L'une des pistes, notamment, est de permettre aux femmes d'accéder aux droits et à la sécurité foncière. Nous avons également des mécanismes de réparation dont je parlerai tout à l'heure lorsque nous parlons d'accès à l'égalité et à la justice.
Dès le début de ce processus, nous avons identifié les défis. Nous avons vu, par exemple, qu'il était nécessaire de faire preuve de flexibilité. Les systèmes fonciers et les difficultés foncières varient d'un pays à un autre. D'ailleurs, même au sein d'un même pays, il peut y avoir une disparité de défis. Les moteurs de la dégradation des terres changent d'un pays à un autre et même au sein d'un pays. Et donc, nous travaillons sur cette intersection. D'abord, l'approche que nous avons retenue pour le guide technique devait être une approche flexible. Également, une approche qui est le socle de ces guides ou de ces directives volontaires et qu'il y a justement cet aspect de libre arbitre. Les DVGT peuvent être intégrés dans le contexte ou dans le cadre législatif et politique des pays. Bien sûr, c'est au pays de décider. Cela doit se faire de manière participative au sein des pays. Également, c'est un document qui est orienté vers l'action. Il s'agit d'aider les différentes parties à identifier quelles sont les actions qui peuvent être mises en œuvre dans leurs pays respectifs pour surmonter les problèmes auxquels ils sont confrontés en matière de foncier. Par exemple, il y a des initiatives qui visent en fait à bénéficier des fruits de tous les efforts déployés. Nous avons différentes actions et activités qui peuvent être mises en œuvre, qu'il s'agisse du niveau national ou même au niveau infranational. Ce que j'aimerais maintenant ajouter, c'est que toutes les pistes s'appuient sur les décisions de la COP ainsi que sur les principes des DVGT. Et bien sûr, il y a les directives volontaires portant sur les différentes questions, difficultés foncières auxquelles peuvent être confrontés les pays. Par exemple, le transfert des droits, etc. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous avons maintenant mis l'accent sur 9 pistes. La première piste porte sur le cadre politique et juridique, qui met en fait l'accent sur la reconnaissance des droits fonciers présentés par le professeur tout à l'heure qui avait pris la parole. Et nous voyons également qu'il y a un alignement entre les cadres politiques et juridiques et les politiques de neutralité en matière de dégradation des terres. La troisième chose, c'est le principe d'intégration de ces directives volontaires. Il s'agit en fait d'avoir des mécanismes de coordination des politiques. Donc, il y a une plateforme des différentes parties prenantes. Tous les acteurs y sont invités pour participer au processus, notamment lorsqu'il y a l'examen ou la révision du cadre. Il faut par ailleurs une certaine interopérabilité des données, ce qui permettra aux différents gouvernements de pouvoir formuler des initiatives de lutte contre la dégradation des terres. La troisième piste porte sur l'accès des femmes aux droits fonciers. Il y a différentes choses que l'on peut noter, notamment le renforcement des capacités ainsi que l'accès à la justice par les femmes, cela au niveau national tout comme au niveau local. La quatrième piste, quant à elle, porte sur les mécanismes de réclamation et de réparation. Voir comment est-ce que, par exemple, des réclamations sont enregistrées ou des plaintes sont enregistrées et comment est-ce que ces plaintes trouvent une solution. C'est quelque chose de très important parce que cela peut changer la valeur des terres. Vous savez, lorsque la valeur d'une terre change, cela peut également emmener à renégocier les droits fonciers.
conséquent, si nous voulons nous pencher sur la question des droits fonciers légitimes, il faut qu'il y ait accès à la justice, surtout pour les personnes les plus vulnérables. La cinquième piste maintenant, c'est sur la façon dont nous pouvons intégrer le foncier dans la planification foncière pour l'aménagement du territoire. C'est quelque chose de très important lorsque l'on parle de neutralité des terres. Il est donc important de voir comment garantir une participation éclairée des détenteurs de titres fonciers dans le processus d'aménagement du territoire. La sixième piste, quant à elle, porte sur les différents outils d'administration des terres, ce qui permet de surmonter des problèmes d'abandon des terres, de difficultés d'accès des terres, etc. Nous savons que dans les cas où il y a des abandons de terres, il y a par exemple des personnes qui peuvent dire qu'elles sont des titres fonciers, mais la terre n'est pas utilisée. Il y a aussi les cas de fragmentation des terres qui peut être dû en fait à un problème d'héritage ou bien d'autres choses. Ces outils de gestion des terres, nous les proposons pour les terres publiques, tout comme les terres privées. Il y a deux outils. Alors, la consolidation des terres ainsi que le remembrement des terres. Concernant maintenant l'autre chose qu'il y a, c'est les systèmes de terres. Alors, nous essayons de voir comment reconnaître et enregistrer les droits fonciers légitimes, aussi bien pour les terres publiques. Et ici, le guide technique donne des conseils sur la façon dont on peut développer des systèmes d'enregistrement des terres au niveau national. On voit par exemple quelle est la procédure également au niveau local. Et de même, en matière des terres collectives ou communautaires, il y a des conseils sur la façon dont l'on peut reconnaître et enregistrer ces terres communautaires. Cela porte également sur les mécanismes locaux existants pour une meilleure gestion des ressources. Enfin, la dernière piste porte sur les terres privées. Les terres privées couvrent un grand ensemble des différents acteurs. On peut avoir par exemple des petits exploitants agricoles ou des grands exploitants agricoles. Vous pouvez avoir également des personnes qui ont accès à des terres grâce aux accords ou d'autres types d'accords. Ce sont également des questions qui peuvent être influencées par les acteurs des différentes chaînes de valeur. Par exemple, il peut y avoir des personnes qui ont besoin de produits agricoles qui influencent les pratiques de gestion durable des terres. Donc, cela se penche sur des différentes activités possibles au niveau national ou local pour promouvoir l'acceptation des pratiques de gestion durable des terres. It is an approach that we have tried to develop with the technical guide. Approche que nous avons essayé de développer dans ce guide technique et nous allons donc voir ensemble au début de cette initiative de LDT pour voir quels sont les facteurs de dégradation des terres. Nous avons ciblé des interventions spécifiques. Et ce que nous conseillons, c'est d'avoir un agenda d'évaluation pour voir s'il y a des droits légitimes, s'ils sont reconnus, quelle est la situation en termes de régime foncier. Et après cette évaluation, nous vous conseillons, il y a 4 pistes. Et ce que nous avons dit avant est toujours valable.
le pays, l'endroit, mais ces 4 pistes en tant que praticien, ils sont toujours utiles. Le premier aide à avoir une durabilité dans le processus avec un cadre légal, juridique et politique qui garantit qu'il y a une reconnaissance des droits légitimes et qui peut être intégrée dans cette piste avec la notion de coordination ciblée, un mécanisme ciblé de coordination et la capacité pour avoir des mécanismes d'accès transparents pour la réclamation et la réparation. Et en dépendant de votre évaluation des facteurs de dégradation des terres, disons que les facteurs sont un problème de déforestation, ceci a lieu dans les terres publiques. À travers cet élément, on pourrait commencer à voir quelle est la piste qui peut être activée dans le domaine ou dans votre région. Il peut y avoir des autochtones ou des communautés locales qui reconnaissent les terres collectives et ensuite on peut s'adresser à la piste 8 et on doit renforcer les pratiques de conception et mise en œuvre d'une occupation des sols et à travers l'analyse faite, l'initiative que vous pouvez avoir et quelle serait la piste qui vous conviendrait, quel type d'activité pourrait être intéressante pour soutenir votre initiative. Donc, je suis vraiment impatiente d'entrer en discussion avec vous et d'avoir vos contributions. Merci beaucoup, Aurélie. Je pense que ceci est extraordinaire. J'ai pris énormément de notes. Ça fait un moment que je travaille dessus, mais j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Je voudrais juste souligner à l'intérêt des points focaux, les principes qui couvrent l'exercice des approches volontaires qui sont flexibles et qui sont vraiment enracinées dans la décision de la COP. Et Aurélie et l'intervention précédente, ceci est très important. Il faut avoir des accords et de décider sur les régimes fonciers, si on va utiliser la dégradation, la neutralité des dégradations des terres comme opportunité qui est fournie par la NDT en relation à nos ODD et à leur réalisation, mais il faut agir de façon flexible et il faut tenir compte des différents contextes nationaux et des contextes locaux. Domingue, par exemple, je la remercie pour cette contribution et comment cette mise en œuvre de ces points peut être tenu en considération. Je vous invite à poser des questions. C'est le moment de parler aux membres du panel, de leur demander ce que vous voulez, parce qu'ils sont là pour vous apporter des éclairages. Avant de passer à la séance de questions et réponses, je veux lancer 2 autres sondages pour une meilleure compréhension
des contextes nationaux différents. La première question, c'est lesquelles de ces 9 pistes vous jugez être le plus pertinent pour votre contexte national? Améliorer les cadres politiques et juridiques, établir de mécanismes ciblés de coordination des politiques, garantir les droits fonciers des femmes et l'accès à la terre et aux ressources naturelles. 4. Conception et mise en œuvre d'une planification d'occupation des sols participative et respectant le régime foncier. 5. Mettre en place des mécanismes de réclamation et résolution de conflits transparents accessibles. 6. Soutenir la NDT à travers des outils de remembrement des terres. 7. Reconnaissance et enregistrement des droits fonciers légitimes sur les terres publiques. 8. Reconnaissance et enregistrement des droits financiers pour la gestion durable des biens communs. 9. Allocation et renforcement des droits et devoirs sur les terres privées. Quelles sont les pistes les plus importantes, les plus pertinentes pour votre contexte national? L'auditoire est issu de l'Afrique, de l'Amérique latine, et nous avons des participants d'autres parties du monde aussi, bien sûr. Mais quelles sont, dans le cadre de votre contexte national, quelles sont les pistes qui vous semblent les plus pertinentes? Nous avons le choix d'une seule et je vous demande donc de faire votre choix. Et nous allons recevoir les réponses. Alors, nous allons voir le résultat de ce sondage. C'est très intéressant de voir. Je vais partager ça avec vous et je vais partager avec vous les réponses de ce matin aux pistes, aux 9 pistes. Ah non, nous n'avons pas. Tout le monde dans ce webinaire s'est concentré sur les premiers 6 pistes. Le numéro 1, c'est lui qui a attiré le plus d'attention concernant la pertinence dans le contexte national, mais aussi sur le cadre juridique et politique et le reste sur les mécanismes de réclamation et qui ont été marqués par la plupart d'entre vous. L'autre question concernant les différents et la question maintenant, lesquelles de ces 9 pistes vous semblent être les plus difficiles à mettre en œuvre dans votre contexte national? Ça n'a pas à voir avec la pertinence, donc ça a à voir avec la difficulté dans la mise en œuvre. Quelle est la piste qui vous semble la plus difficile à mettre en œuvre? La piste numéro 1, améliorer les cadres politiques et juridiques, établir des mécanismes ciblés de coordination des politiques, garantir les droits fonciers des femmes à l'accès à la terre et aux ressources naturelles. 4. Conception et mise en œuvre d'une planification d'occupation des sols participative respectant le régime foncier. 5. Mettre en place des mécanismes transparents, accessibles de réclamation et résolution de conflits. 6. Soutenir la NDT à travers des outils de remembrement des terres. 7. Reconnaissance, enregistrement des droits fonciers légitimes sur les terres publiques. 8. Reconnaissance et enregistrement des droits fonciers pour la gestion durable des biens communs. 9. Allocation et renforcement des droits et devoirs sur les terres privées. S'il vous plaît, cliquez sur la piste qui vous semble la plus difficile à mettre en œuvre dans votre contexte national et on commence déjà à recevoir les réponses et je les partagerai avec vous dans un instant.
Okay, so we are ready. Nous sommes prêts. Et donc, vous voyez la réponse? La majorité sur la piste 2, les mécanismes ciblés de coordination politique. Nous avons différentes organisations gouvernementales et des agences à coordonner et différents niveaux de gouvernement à coordonner. Et nous avons aussi un nombre en deuxième place, un mécanisme transparent, accessible de réclamation et de réparation, et en ce qui concerne les terres privées. Donc, ça nous donne des indications sur les objectifs que nous devons renforcer en préparant ces documents qui sont dans votre intérêt. Et nous passons à notre panel. J'ai une question qui est arrivée pour tous les membres du panel, tous les intervenants. One is if you can provide from your different areas of expertise. Pouvez-vous nous fournir des exemples concrets sur comment les ODD peuvent aider à atteindre la restauration des terres et la NDT, et quel est le message clé que vous voulez partager avec les participants pour qu'ils puissent retenir? Je commence par Aurélie. Merci Myriam. D'un exemple, je vais en retirer un de l'Afrique occidentale. Le Niger a été engagé dans la sensibilisation et de faire connaître les ODD depuis 2017, et maintenant ils ont revu leur politique foncière pour s'assurer pour que les femmes puissent avoir accès aux terres publiques et pour garantir la gestion durable de leurs terres entre les pastorales et les communautés. Et c'est un exemple concret du processus participatif dans le pays et qui a lieu souvent, et on veut bien que ça puisse continuer, mais ça dépend à quel niveau on l'attaque. Et un autre exemple qui vient, qui est en ce moment construit dans l'Équateur, où le changement récent du code de l'environnement, le ministre de l'Environnement est maintenant en charge, responsable d'apporter la sécurité foncière à une partie de la population dans des zones protégées pour la gestion durable dans ces zones protégées. Et nous avons FAO qui est engagé aussi dans ce pays. En Amérique latine, on a aussi de nombreux exemples que je pourrais partager plus tard. Et le message clé que je veux partager avec vous, ce guide technique est volontaire pour les directives volontaires. C'est une approche plus que n'importe quoi d'autre. C'est une invitation et c'est une initiative pour considérer le régime foncier, pour s'assurer d'investir dans l'initiative de la NDT rapporte. Et personne n'est laissé pour compte parce qu'ils n'ont pas leurs droits reconnus ou à cause de conflits potentiels qui puissent survenir concernant cette question. Bien sûr,
Le guide technique est le premier pas, la première étape, et ensuite, il faut le mettre en œuvre. Et je pense que tout le système est prêt pour soutenir les pays. Et le processus que nous avons en 17 pays africains dans les développements de capacités, il y a beaucoup de ressources dans les pays, beaucoup de solutions qui existent déjà et il faut améliorer l'échange entre les pays pour que chaque pays puisse concevoir sa propre solution. Il y a beaucoup de solutions technologiques et qui sont disponibles et bien sûr, nous sommes là pour vous aider et c'est donc mon message à retenir. Merci Aurélie. Et avant de passer la parole à John, je voudrais revenir sur cette question et voir si vous pouvez intégrer une réponse à cette question. La question est anonyme. Comment établissez-vous un mécanisme de coordination spécifique quand nous savons qu'il y a différentes institutions de régulation, des institutions sociales qui sont liées à la gouvernance foncière, mais il y a une désarticulation dans leur domaine d'action et dans leur cadre d'action. En espagnol, je dirais, nous parlons de beaucoup micro et faire, macro décoordonnées. Et j'ai donc cette question qui me semble pertinente. Je voudrais aussi mentionner le commentaire de la part de Nahir dans son panel concernant l'obligation de rendre des comptes de la part des sociétés civiles. Qu'est-ce qu'on fait sur les questions de régime foncier, comment cela affecte les directives et le NDT, les instruments dont nous disposons pour avancer vers un système de gouvernance plus sûr. John, toutes ces questions sont l'exemple de Sierra Leone. Sierra Leone est un cas où les directives volontaires sont très réussies et on a un rôle important dans l'établissement des nouvelles lois foncières et cette redevabilité et cette flexibilité et cette notion du guide qui est fournie, c'est volontaire dans les directives, mais quand les directives sont utilisées pour établir des lois, alors il s'agit de lois et c'est très méritoire ce qu'ils ont fait en Sierra Leone. Pour éviter la dégradation des terres, Sierra Leone a fait une approche par les droits humains de façon intéressante. Il est allé voir les communautés pour voir quelles sont les opportunités économiques à exploiter et pour des opportunités économiques plus vertes pour toutes les communautés. Ces opportunités sont à long terme et se fondent sur la productivité à long terme de ces terres. Il faut sécuriser les droits fonciers pour encourager la productivité et la conservation. Ceci permet des pratiques de conservation qui seront mises en place pour éviter les processus de dégradation des terres en cours. Merci. Merci beaucoup. C'est un exemple très intéressant. Sacha, je commencerai avec le message clé. Il y a un continuum de droits fonciers coutumiers et il y a des accords là-dessus et
ils sont disponibles dans toutes les modalités dans lesquelles le régime foncier peut être amélioré, rendu plus sûr pour les parties. Donc, c'est mon message. Et pour l'étude de cas et les mécanismes de coordination, je vous encourage à soumettre vos études de cas et on a assez dit, mais on veut introduire des études de cas dans notre guide pour illustrer les pistes et nous souhaitons avoir davantage d'études de cas pour donner des exemples de bonnes pratiques avec l'aide de tous les pays. Donc, c'est un outil de partage de connaissances très important en termes d'études de cas. Je pense que c'est au Sénégal, dans la région de River Basin, le bassin de la rivière, et au Sénégal, Mali et la Mauritanie, et ils sont tous engagés dans des plateformes multiparticipants. Il y a beaucoup de silos là-bas, beaucoup de segmentation, mais ces plateformes vont du niveau local jusqu'au niveau national et elles sont très utiles. Elles ont pu, dans certains cas, s'aligner avec de nouvelles lois agricoles et permettre d'émettre des certificats sur les droits fonciers légitimes et des certificats coutumiers. Ceci donne aux communautés locales d'avoir accès au crédit, à des services et d'améliorer leur gestion des terres. Et ceci s'est développé en une plateforme régionale transfrontière entre ces trois pays du bassin de la rivière. Merci, Sacha. Nous sommes presque à la fin du temps alloué pour ce séminaire. Il y a quelques commentaires qui sont survenus sur le chat et les questions-réponses. Il y a une focalisation sur la sécurité des droits fonciers et je voudrais savoir davantage sur cette question. C'était Patrick Waxon, il en a parlé. Amil Madi Toredo et Kadam sur les activités à large échelle et comment prévenir et éviter la dégradation des terres dans des domaines où il y a peu de présence gouvernementale. Nous n'aurons pas le temps de traiter de ces questions, mais je peux vous assurer que nous allons y réfléchir et nous allons intégrer des réponses à ces questions dans le guide dès que nous aurons la deuxième version. Je suis très reconnaissante d'avoir soumis vos commentaires et je vous prie de nous écrire avant décembre, le 23 décembre, et je vous garantis que nous allons réfléchir là-dessus, nous allons les examiner et les intégrer. Quand j'ai dit que je n'avais pas d'autres sondages, j'ai menti puisque j'en ai deux autres. Mais pour clôturer, pour avoir une information qui puisse clôturer cette discussion, l'utilité de ce webinaire, la question que nous avons lancée, elle est là sur votre écran. Après ce webinaire, comment évaluez-vous votre connaissance sur les questions de régime foncier et sur les relations entre le régime foncier
et la neutralité de la dégradation des terres. Après cette séance, après tout ce que vous avez écouté ici, comment évaluez-vous maintenant le lien, votre connaissance sur le lien entre le régime foncier et la neutralité de la dégradation des terres? Alors, aucune connaissance, connaissance minimale, connaissance de base, connaissance satisfaisante, connaissance élevée, expertise. Et nous avons maintenant les réponses. Là, c'est extraordinaire. C'est vraiment un progrès extraordinaire. C'est la même question que j'avais posée au début du webinaire. Et alors, on est passé aux connaissances suffisantes et même élevées. Et maintenant, la dernière question. Comment évaluez-vous vos connaissances sur les questions de régime foncier? Aucune connaissance, connaissance minimale, connaissance de base, connaissance satisfaisante ou supérieure et expertise. Alors, après ce webinaire, comment évaluez-vous vos connaissances sur les questions liées au régime foncier? Et les réponses sont presque là. Nous allons vous montrer les résultats. Et voilà. Encore, il y a des progrès assez significatifs. Nous avons maintenant des connaissances de base élevées. Avec cela, on termine. Je veux remercier les participants. Je veux remercier les intervenants et tous ceux qui nous ont soutenus, l'équipe de l'UNCCD, et à tous ceux qui ont rendu ce webinaire possible pour les sondages, les questions techniques et la préparation de ces thèmes. Je remercie les interprètes et je veux remercier tous les participants pour leur participation, leur engagement. Et je pense que nous pouvons être fiers. Nous avons eu 67 participants, mais pour être ici à 5h30 à Bonn et avoir toujours les mêmes 67 participants, c'est vraiment un grand exploit. Les présentations, le lien de le webinaire va vous être transmis. Donc, si vous avez des collègues qui sont intéressés à ce sujet, si vous avez des personnes qui vont participer à la COP à Abidjan, gardez le contact avec nous. Et nous pouvons avancer avec cela et avec d'autres thèmes importants. Deux annonces. La première, nous avons une séance extraordinaire de la COP du 6 au 9 décembre pour approuver le budget. Les pays qui n'ont pas ne se sont pas encore enregistrés, les points focaux, le Bureau Med, le COP Bureau Med, et ces exigences d'avoir une accréditation pour vos ministres. Vous pouvez maintenant vous enregistrer et participer avec une lettre signée par le point focal national. Je vous remercie de suivre dans le cas de José Miguel, dans le cas de l'Amérique latine ou avec les autres responsables régionaux pour que vous puissiez vous enregistrer, pour qu'on puisse avoir le quorum pour la séance extraordinaire. Et la réalité de la convention et de secrétariat dans le 1er janvier 2022, il faut que les partenaires approuvent ce budget. Donc, s'il vous plaît, suivez le Allô. Et
La question finale, c'est une demande. On va vous demander il y aura une enquête finale pour évaluer et classifier le webinaire. Si vous pouvez participer, nous vous serons très reconnaissants parce que c'est important d'évaluer nos services. Et je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée là où que vous vous trouviez. Une minute, il y a une question. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez je peux confirmer que le bureau a eu cette décision, avoir une lettre du point focal national est suffisant. Et je confirme, donc on peut vous informer informellement et je vous encourage à être là, de participer. Enregistrez-vous et à cette COP extraordinaire de décembre 6 au 9, la séance sera ouverte et ensuite elle sera fermée. Je vous remercie. Bonne soirée, bonne journée et j'espère vous voir à nouveau. Il y a une main qui est levée, mais je ne la vois pas. S'il vous plaît. Stéphane, allumez votre micro. Vous avez la parole. Stéphane? Do you want to tell us something? Stéphane? I guess not. Okay, Non. I gave the floor also Kobango now, so maybe he's also raising his hand. Et il lève la main. I think they are not speaking. Non, il ne parle pas. Anything you need, you know where to find Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où nous trouver. Nous sommes là pour vous aider. Bonne soirée. Au revoir. Bye. Au revoir.